Hervé Bazin, Vipère au point, chapitre 9. Poussés par de solides bras de vent, les giboulées giflaient interminablement le Craonnet, avec la même constance dont Folcoche savait faire preuve à notre égard. Être constant signifie ne pas changer d'attitude. Les carreaux étaient verts, l'Aumé, c'est un cours d'eau, débordait largement sur les prés bas, noyant les grillons. Depuis 2 ans déjà, 2 ans, savez-vous ce que c'est? Nous vivions affublés d'hypocrisie et de loques, tout cheveux et toute espérance, tondus de près. Être affublé, c'est être vêtu de façon ridicule. Des loques, ce sont des vêtements très usés, des guenilles. Depuis 2 ans, le révérend aux 3 griffes de lion nous apprenait le latin et le grec entre 2 pipes de gros cul. C'est du tabac. Contrairement à ses prévisions, il avait tenu le coup. Madame Mère le soutenait malgré la qualité médiocre de son préceptorat, c'est-à-dire de son enseignement, et le zèle fâcheux qui le poussait vers les filles de ferme. Le zèle fâcheux, le zèle, c'est un empressement, une énergie que l'on déploie pour servir quelqu'un. Autrement dit, ce prêtre est plutôt dérangeant puisqu'il s'intéresse de très près aux jeunes filles. On le payait peu, on pouvait le traiter cavalièrement, c'est-à-dire familièrement. Il se lavait toujours les mains et passait la cuvette de Ponce Pilate à la dictatrice. Alors, il s'agit ici d'une façon symbolique de dire que ce prêtre n'a pas de scrupules, qu'il n'a pas de pitié pour ses enfants maltraités et qu'il est assez indifférent à leur sort. Une seule ombre au tableau. Il avait le nez fin et ne pouvait renifler sans humeur l'odeur de nos chaussettes sales, changées toutes les 6 semaines. Encore vos patates pourries, maugréait-il. Maugréer signifie montrer sa mauvaise humeur, son impatience. Tout a une fin. En mars, le jour anniversaire de l'assassinat de César, comme le père nous annonnait quelques passages du De Viris, Monsieur Rézeau, les moustaches retournées au plafond, fit irruption dans la salle d'études. L'abbé, dit-il d'un ton rogue, c'est-à-dire avec mépris, en regardant de haut le prêtre. J'ai à vous parler. Passons de l'autre côté. Immédiatement, 3 oreilles furent collées contre la porte. Ça barde, jubilait Freddy. Ça bardait, en effet. L'abbé, criait monsieur Rézeau, vous exagérez, vous déshonorez votre soutane. La mère Mélanie de la Vergeraie sort de mon bureau. Il paraît que vous avez essayé de tripoter sa fille aînée. Je me doute maintenant du véritable motif pour lequel vous avez dû quitter votre ordre. Je vous retire l'éducation de mes enfants. Un motif, c'est une raison. Mais la note comique manquait encore. Je me demande si, par hasard, vous ne seriez pas interdit, si vos messes étaient valables. Un rire énorme nous apprit que le père Trubel laissait glisser son masque sur le parquet de sa chambre. Un rire homérique qui devait déboutonner tous les petits boutons de sa soutane et faire sauter les griffes de lion de sa breloque. Un rire homérique, c'est-à-dire un rire éclatant. La soutane, c'est la robe du prêtre. Enfin, cette hilarité, c'est-à-dire cet éclat de rire, s'apaisa. Nous pûmes entendre. Mais oui, mon bon monsieur, je quitte votre maison de fou. Vos haricots rouges commençaient à m'écœurer. Et le parfum des chaussettes de vos enfants, ces petites bêtes puantes. Je vous laisse sous la férule de Folcoche. Ah, vous ne connaissez pas le nom que ses fils ont donné à... Pour la seconde fois rugit la colère paternelle. Nom de Dieu! Allez-vous vous taire? Je fais atteler, vous partirez séance tenante. Séance tenante, c'est-à-dire immédiatement. Être sous la férule de quelqu'un signifie subir l'autorité d'une personne. De la chambre du révérend jaillit mon père, cramoisi, c'est-à-dire rouge vif.
Surpris par la brusque poussée de la porte, nous fûmes renversés, les 4 fers en l'air. Monsieur Réseau traversa la salle sans même s'en apercevoir. Le père Trubel partit aussitôt. Je le vois encore s'engouffrer dans la vieille Victoria qui puait le cuir et le crottin et qui allait être remplacée par une 5 chevaux Citroën. Il avait eu le temps cependant de me glisser une griffe de lion dans la main et de me confier dans un brusque tutoiement. Prends ça, gamin. Il n'y a que toi qui la mérite. Le père disparut et remplacé, nous payâmes les pots cassés. Recrudescence de vexation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de vexation. Nouvelle réforme, c'est-à-dire nouvelle loi, nouveaux règlements dans la maison. Folcoche nous a toujours considérés comme responsables des ennuis survenus à la maison. Or, la belle Angerie connaissait la série noire. Le scandale de la soutane blanche était à peine apaisé que se produisit l'incident des armoires. La plus pauvre de nos tantes, Madame Torure, osa réclamer la normande de la petite salle à manger et accessoirement 2 paires de draps. Quelle prétention! Les 21 armoires du manoir grincèrent sur leurs gonds. Une normande, c'est une armoire. Par la bouche exaspérée de Madame Réseau, les 50 paires de draps déclarèrent qu'elles n'étaient jamais sorties de la belle Angerie. On n'a pas idée de remettre en question un partage équitable qui avait tout attribué à Monsieur Réseau, notre père, par désistement pur et simple de tous ses cohéritiers, respectueux d'une tradition qui à chaque génération permettait de sauver le domaine. Donc autrement dit, la belle Angerie est un domaine qui est revenu intégralement à Monsieur Réseau, c'est-à-dire au père du narrateur. La tante ose réclamer seulement une armoire et 2 paires de draps, ce que Madame Réseau, c'est-à-dire Folcoche, va considérer comme un véritable scandale. Gabrielle, baronne de Celle d'Ozelle, Thérèse, comtesse Bartholomy, le protonotaire, mère de Sainte-Anne d'Auray, mère Marie de la Visitation, mère Marie de je ne sais plus quel saint, ces 3 dernières épouses de Dieu, malgré la polygamie, avaient tous et toutes signé le document. La tante Torure aussi, stupidement mariée à un pauvre, veuve de ce pauvre et fidèle au souvenir de ce pauvre. Alors que venait maintenant réclamer cette indigente? Folcoche en étouffait d'indignation. Une indigente, c'est-à-dire une femme misérable. Monsieur Réseau hésitait. Il était honnête, cet homme. Pour calmer sa conscience, il abandonna en grand secret à sa sœur les droits d'auteur hérités de grand-mère. Et les armoires demeurèrent sur place à la grande satisfaction de Folcoche, qui décida par prudence de les rendre toutes indispensables en transformant celles qui étaient vides en cabinet de toilette. Histoire réglée. Mais voilà que les chevaux se mirent à crever mystérieusement. La série continuait. Ils ne donnèrent aucune explication, ces chevaux, à leur mort subite. Morve prétendit le mégéieux, alias vétérinaire. Folcoche haussa les épaules. Elle savait à quoi s'en tenir. La version de l'empoisonnement des chevaux par les enfants ne fut pas formulée, mais pendant des semaines, Folcoche surveilla, enquêta, insinua, espéra la preuve ou le semblant de preuve qui lui permettrait de condamner les coupables à la maison de correction, le rêve de sa vie. Peine perdue. Nous étions innocents. Et nous étions sur nos gardes. Monsieur Réseau remplaça les chevaux par une Citroën. Et le train-train, pieux et perfide, reprit son cours. Pieux, c'est-à-dire caractérisé par le respect de la religion. Perfide, c'est ce qui renvoie à la trahison, lorsque l'on cherche à nuire aux autres. Nous ne grandissions guère. Nous ne nous décidions pas à pousser. Folcoche nous mesurait tous les 3 mois le long d'une planche quasi historique où toutes les tailles des réseaux avaient laissé un trait de crayon, un prénom et une date. En vain. Sans doute avions-nous trouvé le truc inverse des grognards de la garde qui se glissaient des jeux de cartes sous la chaussette pour atteindre le niveau requis. Les grognards, ce sont des soldats. Tiens-toi droit, Chiffre. Mais Chiffre ne prenait pas un centimètre.
Non, la seule chose qui eût grandi en nous, disons-le, c'est un certain sentiment impossible à mesurer, mais qui eût encombré des kilomètres sur la carte du non-tendre si elle existait. Dans cet ordre d'idées, nous avions atteint le gigantisme. Autrement dit, c'est leur haine et leur désir de vengeance qui grandit. La carte du tendre, au XVIIe siècle, c'est une carte qui renvoie à un pays imaginaire et qui désigne un parcours symbolique qui doit mener à l'amour véritable. Donc pour accéder à l'amour véritable, il faut notamment passer par des lieux comme amitié, estime, reconnaissance. Ici, le narrateur parle de la carte du non-tendre, puisque bien entendu, dans cette famille, et notamment entre les fils et la mère, il n'est pas question d'amour. Je me souviendrai toute ma vie, Folcoche. Les platanes. Pourquoi portent-ils ces curieuses inscriptions, ces VF, quasi rituels que l'on pourra retrouver sur tous les arbres du parc? Chênes, tulipiers, frênes, tous, sauf un taxodier que j'aime. VF, 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 c'est-à-dire vengeance à Folcoche, vengeance, vengeance à Folcoche, gravée dans toutes les écorces et sur les potirons de fin d'année, et sur le tuffeau des tourelles, cette pierre tendre qui se laisse bien creuser à la pointe du canif, et même en marge des caillets. Non, ma mère, cela n'est point, comme on vous l'a quelquefois prétendu, une ressource mémotechnique, c'est-à-dire un moyen de se souvenir, de mieux mémoriser. Verbes français? Ne pas oublier d'apprendre tes verbes français? Non, ma mère, il n'y a plus qu'un seul verbe qui compte ici, et nous le déclinons correctement à tous les temps. Je te hais, tu me hais, il la haïssait, nous nous haïrons. Vous vous étiez haïs, ils se haïrent. VF, 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 VF. Et la pistoletade? Tu sais, Folcoche, la pistoletade. Moi, je l'ai pistoletté pendant 4 minutes, se vantait Freddy. Pauvre chiffre, petit prétentieux à paupières faibles. Si quelqu'un t'a pistoletté, c'est bien moi, je m'en vante. Tu t'en rappelles? Pardon. Tu te le rappelles? Tu dis toujours. Je n'aime pas les regards faux. Regardez-moi dans les yeux. Je saurai ce que vous pensez. Ainsi, tu t'es toi-même prêté à notre jeu. Tu ne pouvais pas ne plus t'y prêter. Et puis ça ne te déplaît pas, ma tendre mère. Au dîner, en silence, voilà le bon moment. Rien à dire. Tu ne me prendras pas en défaut. J'ai les mains sur la table. Mon dos n'offense pas la chaise. Je suis terriblement correcte. Aucune faille légale dans mon attitude. Je peux te regarder fixement. Folcoche, c'est mon droit. Je te fixe donc. Je te fixe éperdument. Je ne fais que cela, de te fixer, et je te parle en moi. Je te parle et tu ne m'entends pas. Je te dis, Folcoche, regarde-moi donc. Folcoche, je te cause. Alors ton regard se lève, de dessus tes nouilles à l'eau, ton regard se lève comme une vipère et se balance indécis, cherchant l'endroit faible qui n'existe pas. Non, tu ne mordras pas, Folcoche. Les vipères, ça me connaît. Je m'en fous des vipères. Tu as dit toi-même un jour devant moi que tout enfant, j'en avais étranglé une. Une faute impardonnable de ma belle-mère, sifflais-tu, un manque inouï de surveillance. Cet enfant a été l'objet d'une grande grâce. Et ce disant, le ton de ta voix reprochait cette grâce au ciel. Mais ton regard est entré dans le mien, et ton jeu est entré dans mon jeu. Toujours en silence, toujours infiniment correct, comme il convient, je te provoque avec une grande satisfaction. Je te cause, Folcoche. M'entends-tu? Oui, tu m'entends. Alors, je vais te dire. T'es moche, tu as les cheveux secs, le menton mal foutu, les oreilles trop grandes. T'es moche, ma mère.
Et si tu savais comme je ne t'aime pas, je te le dis avec la même sincérité que le Va, je ne te hais point de Chimène, dont nous étudions en ce moment le cornélien caractère. Chimène est un personnage d'une pièce très célèbre de Corneille qui s'intitule Le Cid. Lorsque Chimène, dans la pièce de Corneille, dit à Roderick Va, je ne te hais point, en fait, elle lui dit de façon déguisée qu'elle l'aime. Moi, je ne t'aime pas. Je pourrais te dire que je te hais, mais ça serait moins fort. Oh, tu peux durcir ton verre de prunelle, ton verre de gris de poison de regard. Moi, je ne baisserai pas les yeux. D'abord, parce que ça t'emmerde. Ensuite, parce que Chiff me regarde avec admiration, lui qui sait que je tente de battre le record des 7 minutes 23 secondes que j'ai établi l'autre jour et qu'il est en train de contrôler sans en avoir l'air sur la montre bracelet de son propre poignet. Je te pistolette à mort aujourd'hui. Ce faucheton de Cropette me regarde aussi. Il est bon qu'il sache que je ne le crains pas. Il est bon qu'il ait peur, lui qui réfléchisse aux inconvénients auxquels il s'expose. Je commence à bien lui pincer les fesses quand c'est nécessaire, et je serai bientôt assez fort pour lui casser sa sale petite gueule, comme dit petit Jean barbelivien, qui ne l'aime pas, car personne, pas même toi qui t'en sers, personne vraiment ne l'aime. Tu vois, Folcoche, que j'ai 1000 raisons de tenir le coup, la paupière haute, et ne daignant même pas scier, c'est-à-dire fermer la paupière, battre des cils. Tu vois que je suis toujours en face de toi, mon regard tendu vers ta vipère de regard à toi, tendu comme une main, et serrant, serrant tout doucement, serrant, jusqu'à ce qu'elle en crève. Hélas, pure illusion d'optique, façon de parler, tu ne crèveras pas, tu siffleras encore, mais ça ne fait rien. Freddy, par de minuscules coups d'ongles sur la table, vient de m'annoncer que j'ai battu le record, que j'ai tenu plus de 8 minutes la pistoletade. 8 minutes, Folcoche. Et je continue. Ah, Folcoche de mon cœur, par les yeux, je te crache au nez, je te crache au front, je te crache. Freddy, tu as fini de faire l'imbécile avec tes ongles? C'est fini. Tu es vaincu. Tu as trouvé le prétexte pour te détourner. L'héritier présomptif, tu le gratifies d'un coup de fourchette, pointe en avant, et moi-même tu me gratifies d'un rapide battement de tes cils trop courts, ce qui signifie petit crétin, je te rattraperai à la première occasion. Et comme je souris au millimètre, d'un sourire à peine perceptible pour tout autre que toi, tu te venges en réitérant le coup de fourchette sur le dos de la main de Freddy, en choisissant l'endroit le plus sensible, à la jointure des ongles, là où l'on compte les mois de 30 ou 31 jours. 4 petites perles de sang apparaissent parce que tu as frappé un peu trop fort. Freddy me regarde de travers maintenant. Papa proteste faiblement. Je t'ai déjà dit, Paul, de n'employer que le dos de la fourchette. Et l'abbé, outré, baisse de vertueuses paupières. Il ne s'y fera pas non plus, celui-là. Il s'en ira bientôt. Tiens, c'est vrai, je deviens négligent. J'ai oublié de parler de cet abbé numéro 4. 4, oui. En voilà déjà 2 qui, depuis le père, ont refusé d'adopter un système d'éducation trop austère. Euphémisme sacerdotal. Austère, c'est-à-dire extrêmement sévère. Un euphémisme, c'est lorsque l'on emploie une expression plus faible pour ne pas heurter ou ne pas blesser quelqu'un. Par exemple, dire un malvoyant au lieu de parler d'un aveugle, ou parler aussi d'un malentendant pour une personne qui est sourde. 2 qui ont foutu le camp, au trot, l'un pour soigner sa mère, l'autre pour soigner sa décalcification. Le petit nouveau, c'est un séminariste qui s'est engagé pour les vacances. Il montrait en arrivant beaucoup d'enthousiasme.
pénétrer sous le toit qui a vu naître le plus grand défenseur de l'Église. Pensez donc. Je crois qu'il commence à trouver notre sainteté rébarbative et à regretter le séminaire où l'on se promène entre soutanes, si en avant, si à reculons, d'un cœur plus léger que sous les ombrages humides des platanes de la belle Angerie. Rébarbatif, c'est-à-dire ennuyeux, répétitif. Il n'en a pas pour longtemps l'abbé Chose, dont le nom ne marque pas dans ma mémoire. Mais pourquoi, diable, pourquoi revois-je encore le visage de ce doux conscrit de l'évêché? Voyons, cherche Brasbouillon. Pardi, j'y suis. C'est ce passant qui a recueilli Madame Mère dans ses bras épouvantés. Dans ses bras, oui, le soir même du record, en pleine prière du soir. La tension nerveuse à laquelle j'ai soumis ma pauvre mère a-t-elle précipité l'heure de la crise? Si oui, quelle consolation! Maintenant, je me souviens de tout. Le moindre détail me revient. Je vois ma mère qui devient toute blanche. Mon père entame allègrement le souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux. Au fait, qu'est-ce que c'est qu'une vierge? Suis-je en train de penser. Petit Jean dit que c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Mais la Sainte Vierge en a eu un. Madame Réseau se lève en se tenant le ventre. Freddy me jette un coup d'œil. Qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé vos suffrages ait été abandonné. La bonne blague. J'ai tout essayé auprès de cette dame sur la foi de ses paroles. Elle n'a jamais rien fait pour adoucir Folcoche. Cela signifie que le narrateur a beaucoup prié la Vierge Marie pour qu'elle le sauve, et finalement elle ne l'a jamais sauvé, donc il n'y croit plus. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, parce qu'il y a sans doute plusieurs degrés dans la virginité, on dit bien roi des rois. Je viens, je cours à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés. Mais, Paul, qu'avez-vous? Elle gémit, Paul, votre femme, ô mon père. Elle gémit sous le poids de ses péchés. Elle gémit faiblement là où d'autres gueuleraient à plein poumon. Elle se tord peu à peu, vacille, essaie de se redresser, puis d'une seule masse s'effondre dans les bras du séminariste qui la reçoit respectueusement, encore que ses feuilles à son intention toutes les pivoines de la terre. Bien entendu, papa s'affole. Paul, ma petite Paul, mais qu'as-tu? Allons, l'abbé, transportons-la sur le récamier du salon. Fine, fine! Ah, mais c'est vrai qu'elle n'entend pas. Grand signe de détresse, la main tapotant le sternum. C'est une partie du thorax, donc au niveau de la poitrine. Alphonsine, à tout hasard, se jette sur la cruche d'eau craonaise, donc légèrement trouble, et en vide la moitié sur le front de Folcoche, qui ne bronche pas. Fichtre, c'est grave, nous sommes tous très intéressés. Très mouche du coche. Folcoche se tord toujours, inconsciente, les deux mains sur le foie. Sa respiration siffle. Dois-je le dire? Mais nous respirons mieux depuis qu'elle étouffe. Enfin, papa prend le seul parti raisonnable. Il saute dans sa voiture et va chercher Cacor, le médecin de Soledo. Pendant ce temps, Fine et Bertine Barbelivien, qu'on est allé quérir, c'est-à-dire qu'on est allé chercher, transportent notre mère, la déshabillent, la couchent. Quand le docteur arrive, elle n'a point repris ses sens. Pardi, fait Cacor, c'est la Chine, crise hépatique. Je crains une lithiase vésiculaire, il faudra radiographier. Je vais faire une piqûre de morphine. Donc, une lithiase vésiculaire, c'est une maladie qui a atteint la vésicule biliaire. Ce sont des calculs, autrement dit des petits cailloux qu'on trouve dans la vésicule. Allez vous coucher, les enfants, dit doucement notre père. Je ne dormirai que très tard. C'est que je me souviens de la mort de grand-mère. Ce désastre avait été très vite consommé. Est-ce que Dieu, qui se trompa si lourdement ce jour-là, aurait l'intention de réparer son erreur? Que sa sainte volonté soit faite. Ah oui, cela m'arrangerait bien que sa volonté soit faite. La maison est calme maintenant.
L'odeur de la bouse fraîche me parvient à travers l'œil de bœuf de ma chambre. Barbelivien rentre de la vacherie, et sa lanterne se balance dans la nuit, et dans ma tête, qui devient lourde, se balance un dernier espoir, sacrilège. Un sacrilège, c'est un acte irrespectueux de la religion. J'arrête ici la lecture. Je reprendrai le chapitre 10 une prochaine fois.